Bismillah. Ainsi, voilà la chambre, dis-je en posant ma valise en carton. Le propriétaire hocha la tête. Rien n'a été touché depuis la mort de votre oncle. C'était une petite pièce minable, mais assez propre. Mon regard en fit le tour. Une commode en simili-chêne, un placard, une table de bois blanc, une suspension à abat-jour vert, un fauteuil, une chaise de cuisine, un lit de fer. À part les draps, ajouta le propriétaire, ils ont été lavés. Il est mort subitement, n'est-ce pas? Demandai-je un peu comme si je m'excusais. Ouais, dans son sommeil, le cœur, quoi. Sans trop savoir pourquoi j'allais ouvrir la porte du placard, deux des étagères étaient pleines de boîtes de conserve et les autres provisions. Il y avait une vieille cafetière, deux casseroles et un peu de vaisselle en faïence craquelée. On avait permis à votre oncle de faire la cuisine. Naturellement, si vous voulez, on vous accordera ce droit aussi. Je traversai la chambre pour regarder par la fenêtre, trois étages plus bas. Dans la rue sale, des enfants jouaient aux billes. J'examinais le nom des magasins. Quand je me retournai, je pensais que le propriétaire allait se retirer, mais il m'observait toujours. Il avait le blanc des yeux jaunâtres. Ça fera 25 cents pour le blanchissage dont je vous ai parlé. Je fouillai mes poches et lui donnai une pièce d'un quart de dollar. Il me restait 47 cents. Laborieusement, il me rédigea un reçu. Vous avez votre clé, là sur la table, me dit-il. Et l'autre, c'est pour la porte d'en bas. Eh bien, monsieur, vous êtes chez vous, pour 3 mois et 2 semaines. Il sortit en refermant la porte derrière lui. J'avais hérité quelques conserves et une chambre pour quelque temps, uniquement parce que mon oncle David, que je n'avais jamais vu, si ma mémoire est bonne, aimait payer les choses d'avance. Le juge avait été correct à ce sujet, surtout quand je lui avais dit que j'étais fauché. Le propriétaire avait refusé de rembourser, mais on ne pouvait guère lui en vouloir. Bien sûr, après venu en stop à la ville, j'avais été déçu qu'il n'y ait pas d'argent dans l'affaire. La retraite de la police s'arrêtait à la mort de mon oncle et les frais de l'enterrement avaient englouti le reste. Malgré tout, j'étais heureux d'avoir un toit. On disait que mon oncle avait dû faire son testament juste après ma naissance. Je ne crois pas que mes parents étaient au courant, sinon ils en auraient parlé. Tout en moins, au moment de mourir, je ne savais pas grand-chose de lui, simplement qu'il était le frère aîné de mon père. Je savais aussi, vaguement, qu'il était dans la police, c'est tout. Vous savez ce que c'est, les familles se divisent, seuls les vieux gardent le contact, et ils n'en parlent pas aux jeunes. Et bientôt tous les liens sont rompus, oubliés, à moins d'un événement spécial. Je suppose que c'est comme ça, que ça se passe depuis le commencement du monde. Des forces travaillent à séparer les gens, à les disperser, à les rendre solitaires. C'est une chose que l'on ressent surtout dans une grande ville. On dit qu'aucune loi n'interdit d'être un raté. Mais il y en a une, je l'ai découvert. Après une enfance facile, aisée, les choses deviennent de plus en plus dures. La grande crise, la mort de la famille, le départ des amis, les emplois incertains et difficiles à trouver, des retards et des complications du côté de l'assistance publique. J'avais bien essayé de vagabonder, mais je m'étais aperçu que je n'avais pas le tempérament à ça. Même pour être un clochard ou un pic-assiette ou un fouilleur de poubelles. Il faut un certain talent. Le voyage en stop jusqu'à la ville m'avait laissé nerveux et mal à l'aise. Et j'avais mal aux pieds. Je suis de ces gens qui ne tiennent pas très bien le coup. Assis là dans le vieux fauteuil avachi de mon oncle, je sentis tout le poids de ma solitude. J'entendais à travers les murs des gens qui allaient et venaient, qui parlaient, mais je ne les connaissais pas. Je ne les avais jamais vus. Par la fenêtre montait le brouhaha confus et le murmure d'une grande ville. Dans le lointain, une locomotive à vapeur grondait sourdement. Plus près, une enseigne en néant défectueuse bourdonnait. Je percevais les coups, assourdis et réguliers, d'un engin que je ne pouvais identifier. Il me sembla entendre le bruit d'une sombre, mais cela évoquait plutôt une fumée épaisse que l'approche du soir. Un détail trivial me tracassait, sans rapport avec la tristesse générale. Je m'efforçais de découvrir ce que c'était, et au bout d'un moment, je trouvais. C'était fort simple. Habituellement, je me vautre d'un côté, dans un fauteuil, mais là j'étais assis très droit, parce que le dossier était creusé dans le centre. Je compris immédiatement que ce devait être parce que mon oncle s'asseyait toujours bien droit. Cela m'effraya un peu, comme si en quelque sorte il s'était emparé de moi.
mais je résistais à l'envie de me lever d'un banc. Je me surpris au contraire à me demander quel homme il avait été, comment il avait vécu. Je l'imaginais allant et venant dans sa chambre, s'asseyant, dormant dans le lit, recevant parfois la visite d'un ancien camarade de la police. Je me demandais comment il avait passé le temps pendant sa retraite. Il n'y avait aucun livre en vue. Je ne remarquais aucun cendrier et la pièce ne sentait pas le tabac. La vie avait dû être assez solitaire pour ce vieil homme, sans famille ni rien. Et voilà qu'il me laissait en héritage cette solitude. Je me levai enfin et tournai en rond, sans but. Je trouvai soudain que le mobilier avait un aspect peu confortable. Repoussé partout contre les murs, je déplaçai quelques meubles, j'allai à la table, il y avait une photo encadrée dessus. Je la pris et la portai à la fenêtre. Oui, c'était bien mon oncle, car David Rhodes, lieutenant de la police, retraité le 1er juillet 1927, y était écrit. D'une petite écriture soignée, il était coiffé de sa casquette d'uniforme, il avait les joues maigres, les yeux plus intelligents et pénétrants que je ne m'y attendais. Il n'avait pas l'air vieux. Je la remis sur la table comme elle était, et puis je me ravisai et la posai debout sur la commode. Je me sentais encore trop nerveux et mal fichu pour avoir faim. Je savais que je devrais me coucher et tenter de passer une bonne nuit de repos. Mais après la journée au tribunal, j'avais les nerfs à vif. Je me sentais seul et pourtant je n'avais pas envie de me promener ni de voir des gens. Alors j'ai décidé de faire l'inventaire de mon héritage. C'était normal, et pourtant une sorte de gêne me retenait. Je commençais malgré tout et devins tout à fait curieux. Je ne m'attendais pas à trouver des choses de valeur. Ce qui m'intéressait surtout, c'était d'en savoir plus sur mon oncle. Je jetai un autre coup d'œil dans le placard. Il y avait des conserves, du café et des provisions pour un mois environ. C'était une chance. Cela me donnerait le temps de me reposer et de chercher du travail. Sur la planche du bas, je trouvais quelques vieux outils, des vis, du fil de fer, un peu de bric-à-brac. Quand j'ouvris la porte de la penderie, j'éprouvai comme un choc. Un uniforme de policier y était accroché, avec une casquette bleue sur la patère au-dessus et de gros souliers dessous, ainsi qu'un bâton suspendu à côté, et un clou. Dans l'ombre, c'était assez saisissant. Je m'aperçus qu'il commençait à faire nuit, et j'allumai la suspension à abat-jour. Je découvris un costume civil et un par-dessus et d'autres vêtements dans la penderie, mais peu nombreux. Sur une étagère, une boîte contenait un revolver d'ordonnance et un ceinturon avec quelques cartouches dans les boucles de cuir. Je me demandais ce que je devrais en faire. L'uniforme m'étonnait et je finis par penser qu'il devait en avoir eu deux. Un pour l'été, un pour l'hiver. On l'avait enterré dans l'autre. Jusque-là, je n'avais pas trouvé grand-chose. Alors je m'attaquai à la commode. Les deux tiroirs du haut contenaient des chemises, des mouchoirs, des chaussettes, du linge de corps, le tout bien lavé et plié, mais plutôt élimé sur les bords. C'était à moi maintenant, si tout cela m'allait, j'avais le droit de le porter. C'était une pensée désagréable, mais je ne pouvais y échapper. Le troisième tiroir était plein de coupures de presse, soigneusement rangées en piles et liasses séparées. J'examinai celle du dessus, elles semblaient toutes se rapporter à des affaires de police, dont deux assez récentes. Je me dis que c'était sans doute une indication de ce que mon oncle avait fait après avoir pris sa retraite. Il continuait de s'intéresser à son ancien métier. Le tiroir du bas contenait un mélange hétéroclite, une paire de lunettes, une curieuse canne courte à pommeau d'argent, une serviette de cuir vide, un ruban vert, un petit cheval de bois qui paraissait très vieux. Je me demandais distraitement s'il l'avait acheté pour moi quand j'étais bébé et puis avait oublié de l'envoyer. Et diverses autres choses. Rapidement, je refermai le tiroir et m'éloignai de la commode. Tout cela était moins intéressant que je ne l'avais cru. J'avais maintenant une petite idée de sa vie, mais cela me faisait surtout penser à la mort et me donnait un peu froid dans le dos. Je me sentais perdu. J'étais là au cœur d'une grande ville, et la seule personne qui m'était un peu proche était enterrée depuis 3 semaines. La personnalité de la chambre m'oppressait de plus en plus. Malgré tout, je me dis que je pourrais aussi bien en finir, alors j'ouvris le tiroir plat de la table. J'y découvris deux journaux récents, des ciseaux et un crayon, une petite liasse de reçus de la main laborieuse du propriétaire et un roman policier d'une bibliothèque. Est-ce qu'on me le réclamerait? Est-ce qu'on me ferait payer le prêt? Je pensais qu'on n'insisterait pas. Suite tout ce que je pus trouver, et en y réfléchissant, cela me parut bien peu.
Il ne recevait donc jamais de courrier. L'ordre qui régnait m'avait amené à croire qu'il y en aurait un carton ou deux. Des lettres soigneusement attachées par paquet, n'y avait-il ni photo ni souvenir, pas de magazine ou de carnet. Je n'avais même pas vu de ces publicités dépliant cartes et autres correspondances sans intérêt que l'on trouve dans presque tous les foyers. L'idée me frappa soudain que ces dernières années avaient dû être terriblement vides, en dépit des coupures de presse et du roman policier. Aucun coup ne fut frappé à la porte, mais elle s'ouvrit et le propriétaire entra, marchant sans bruit avec ses grosses pantoufles éculées. Cela me fit sursauter et me mit un peu en colère, d'une sorte de colère nerveuse. Je voulais simplement vous dire, déclara-t-il, que nous n'aimons pas qu'on fasse du bruit après 11 heures du soir, et encore que votre oncle avait l'habitude de faire la cuisine à 8h30 et à 5 heures. D'accord, d'accord, grognai-je vivement. J'allais ajouter quelques mots sarcastiques quand une idée me vint. Est-ce que mon oncle avait une malle ou un coffre à la cave? Quelque chose comme ça. Je songeais à des lettres, des photographies. Il me regarda fixement pendant un moment, puis il secoua la tête. Non, tout est ici, dit-il en indiquant la pièce d'un geste de sa grosse main aux doigts spatulés. Est-ce qu'il recevait beaucoup de visites? Je crus que le propriétaire n'avait pas entendu la question, mais au bout d'un moment, il sortit de son inertie et secoua de nouveau la tête. Merci, lui dis-je. Eh bien, bonne nuit. Je m'écartai, mais quand je me retournai, il était toujours là sur le seuil. Regardant toute la pièce d'un air abruti, je remarquai encore une fois qu'il avait le blanc des yeux jaunâtres. Tiens, dit-il, je vois que vous avez remis les meubles, quand votre oncle les avait placés. Oui, tout était repoussé contre les murs, alors je les ai tirés. Vous avez remis sa photo sur la commode? Elle était comme ça. Il hocha la tête, bâilla et se retourna pour s'en aller. Bon, eh bien, dormez bien. Les deux derniers mots ne me parurent pas naturels, comme s'ils lui avaient été arrachés au prix d'un effort prodigieux. Il ferma la porte sans bruit, et aussitôt je m'emparai de la clé sur la table, et allai fermer à clé. Je n'avais pas la moindre intention de le laisser entrer sans frapper pour ruiner. Encore une fois, la solitude se referma sur moi. Ainsi j'avais disposé les meubles où ils se trouvaient et remis la photo à sa place. Cette idée me fit un peu peur, comme si je me reprochais trop du mort et de ses habitudes. Je regrettais d'avoir à dormir dans ce vilain nid de fer, mais où pourrais-je aller avec mes 47 sens et mon incapacité à me tirer d'affaire? Je me dis soudain que j'étais idiot. Il était tout à fait naturel que je me sente mal à l'aise. N'importe qui le serait dans des circonstances aussi bizarres. Mais je ne devais pas me laisser abattre. J'allais devoir vivre un certain temps dans cette chambre. Je devais donc m'y habituer. Alors je pris quelques coupures de presse dans la commode et la parcourus. Elle couvrait une période d'une vingtaine d'années. Les plus anciennes étaient jaunies et friables, craquantes. Il y était surtout question de meurtre. Je lus les titres, quelques lignes ici ou là. Au bout d'un moment, je me trouvais plongé dans des articles sur un tueur fantôme, que tuait au hasard et sans mobile apparent. Ces crimes étaient semblables à ceux de l'insaisissable et insaisi Jacques Léventreur, qui avait horrifié Londres en 1888. Sauf que des hommes et des enfants, pas seulement des femmes, figuraient parmi ces victimes. Je me souviens vaguement d'avoir entendu parler de deux de ces affaires. Il y avait des années, il y en avait 7 ou 8 en tout. Maintenant j'en lisais les détails, tout cela n'avait rien de réjouissant. Le nom de mon oncle était mentionné parmi les enquêteurs des plus anciennes affaires. C'était de loin la plus grosse liasse de coupures. Elles étaient toutes soigneusement classées, mais je ne pus découvrir ni notes ni commentaires, à part un tout petit bout de papier avec une adresse. 2318 Robey Street. Cela m'est étonnant. Rien que cette adresse sans aucune explication, je me promis d'y aller un jour pour voir. Au dehors, il faisait nuit. À présent, et la lumière monta du réverbère me permettant de mieux voir la poussière des carreaux. Il n'y avait pas beaucoup de bruit filtrant à travers les murs, rien qu'un murmure nasillard de voix à la radio. J'entendais encore le bourdonnement de l'enseigne en ayant défectueuse et une autre locomotive à vapeur soufflant au loin. Du côté de la gare, à mon soulagement, je m'aperçus que je commençais à avoir sommeil en me déshabillant et en posant mes vêtements sur la chaise de cuisine. Je me surpris à me demander si mon oncle les disposait de la même façon.
La veste sur le dossier, le pantalon plié sur le siège, les chaussures par terre avec les chaussettes dedans, la chemise et la cravate sur la veste. J'entr'ouvris la fenêtre à guillotine de 5 centimètres en haut et en bas, et me souvins subitement que j'ouvrais rarement le haut de la fenêtre de ma chambre. Me pliai-je une fois encore aux habitudes de mon oncle. Je fus satisfait d'avoir toujours aussi sommeil et d'être capable de résister à la légère tentation de regarder sans cesse par-dessus mon épaule. Je rabattis les couvertures, éteignis la suspension et me couchai rapidement. Ma première pensée fut: il posait sa tête là. Je me demandais s'il était mort dans son sommeil, comme on me l'avait dit, ou s'il s'était réveillé paralysé, seul et vieux dans le noir. Cela n'allait pas, me dis-je. J'essayais de penser à la fatigue et à la tension de mes muscles, au bonheur de reposer mes pieds, de pouvoir m'allonger et me détendre. Cela me fit un peu de bien. Comme mes yeux s'accoutumaient à la pénombre, je remarquai le contour diffus des objets dans la pièce. La chaise avec mes vêtements, la table, un drôle de petit reflet sur la photo de mon oncle. Les murs semblaient se refermer pour m'oppresser. Peu à peu, mon esprit se mit au travail, imaginant l'immense ville au-delà des murs, la ville que je connaissais à peine. Je voyais en pensée un interminable alignement de bâtiments délabrés, avec ici et là des édifices plus hauts, là où se trouvaient les magasins et les lignes de tramway, les grandes masses des entrepôts et des usines, la sinistre étendue de rails et de mâchefait du chemin de fer, les trains et les voitures vides, des ruelles obscures, la circulation sporadique le long des rares boulevards, des rangées de vilaines maisons de bois à un étage, tassées les unes contre les autres, des formes humaines qui, dans mon imagination, ne marchaient jamais droites, mais rasaient les murs, dans l'ombre, des criminels, des assassins. Brusquement, j'interrompis le fil de ces pensées, un peu effrayantes dans leur précision. C'était presque comme si mon esprit avait quitté mon corps. Pour explorer et espionner, je m'efforçais d'en rire, une telle idée étant manifestement le résultat de ma fatigue et de ma tension. La ville pouvait paraître étrange, être inconnue, mais j'étais là, bien à l'abri, dans ma petite chambre, la porte fermée à clé, une chambre de policier. David Rhodes, lieutenant de police, retraité le 1er juillet 1927. Je m'assoupis et m'endormis tout à fait. Mon rêve fut simple, précis et singulièrement réaliste. J'étais au milieu d'une ruelle, au pavé rang. Il y avait une palissade nue dont une planche était tombée. Et derrière, le sombre mur de briques d'un immeuble avec des vérandas de cuisine en saillie, en bois peint en gris. C'était ce moment précédant l'aube, quand la vie est à son point le plus bas et que le sommeil s'accroche à tout comme une brume froide. Des nuages informes cachaient le ciel. Je distinguais un store jaune claquant à une fenêtre du rez-de-chaussée. Et pourtant, je m'entendais pas sans bruit. C'était tout, mais la sensation de peur glacée qui s'emparait de moi était difficile à décrire. J'avais l'air de chercher quelque chose tout en ayant peur de bouger. La scène changea, mais mes émotions restèrent les mêmes. C'était la nuit, un terrain vague avec un grand panneau publicitaire qui le plongeait en grande partie dans l'ombre, cachant la lumière crue du réverbère. Je distinguais vaguement ce qu'il y avait dans ce terrain vague. Un tas de briques et de vieilles bouteilles, quelques tonneaux cassés, les épaves pillées de 2 automobiles, leurs ailes rouillées et tordues, des herbes folles poussées partout, et puis je remarquai un étroit sentier pierreux qui traversait le terrain en diagonale. Un sentier le long duquel un petit garçon marchait lentement, comme s'il revenait chercher quelque chose qu'il avait perdu dans la soirée. L'horreur rôdant en ces lieux le visait directement et j'avais terriblement peur pour lui. J'essayais de l'avertir, de lui crier de rentrer vite chez lui, mais je ne pouvais ni parler ni bouger. De nouveau, la scène changea. De nouveau, c'était le moment précédent l'aube. J'étais debout devant une maison à un étage, crépie de stuc, un peu en retrait de la rue. Il y avait une pelouse bien tendue et deux massifs de fleurs. À une centaine de mètres, je voyais un agent de police faire lentement sa ronde. Et puis une force semblait s'emparer de moi et me pousser vers la maison. Je ne pouvais pas résister à cette force. Je voyais une allée de ciment et un tuyau d'arrosage, et puis, dans une sorte de petit renforcement ou alcôve, une forme tassée. La force
me courber sur elle et je voyais que c'était une jeune femme, que son crâne avait été fracassé, que sa figure était inondée de sang. Et puis je me débattais et j'essayais de crier. Je faisais de grands efforts et finalement je me suis réveillé. Pendant un long moment, me sembla-t-il, je restais crispé, craignant de bouger, sentant mon cœur battre dans ma gorge à grands coups. La chambre obscure tournoyait autour de moi. Des ombres s'y déplaçaient. Et pendant un instant, la fenêtre ne fut pas à sa place normale. Petit à petit, je maîtrisais ma panique et forçais les choses à reprendre leur aspect habituel, en les regardant fixement. Enfin, je me relevai, grelottant encore. C'était un des plus effroyables cauchemars que j'avais jamais fait. Je pris mes cigarettes et en allumai une d'une main tremblante en resserrant les couvertures autour de moi. Soudain, je me rappelai quelque chose. La maison de Stup. Je l'avais déjà vue très récemment et je croyais me rappeler où. Je sautai du lit, allumai et fouillai parmi les coupures de presse. Et je retrouvai bien la photo. La maison était la même que celle de mon rêve. Je lus la légende, l'endroit où l'on a trouvé la jeune fille, victime du tueur fantôme. Ainsi c'était la cause de mon cauchemar. J'aurais dû m'en douter. Je crus entendre du bruit dans le couloir et bondis à la porte pour m'assurer qu'elle était toujours fermée à clé. En retournant vers la table, je m'aperçus que je tremblais. Ça n'allait pas du tout. Il me fallait absolument vaincre cette peur stupide, me dis-je, cette impression que quelqu'un me menaçait. Je m'assis en fumant ma cigarette, je regardais les coupures de presse sur la table. Mon oncle les avait-il étalées de cette façon pour les relire, les examiner, y réfléchir? S'était-il parfois réveillé au milieu de la nuit et levé en attendant que le sommeil revienne? Je sentais fortement sa présence dans la personnalité de la chambre. Je ne voulais pas la sentir. Brusquement, je me levai, ramassai les coupures en un gros tas et les rapportai vers la commode. Par erreur, j'ouvris le tiroir du bas et revis ce curieux bric-à-brac. Les lunettes, la canne à pommeau d'argent, la serviette vide, le ruban vert, le petit cheval de bois, le peigne d'écaille et le reste. Comme je rangeais les coupures, je crus de nouveau entendre un léger bruit et me retournai vivement. Cette fois, je n'allais pas jusqu'à la porte, puisque je voyais ma clé dans la serrure qui n'avait pas bougé. Mais je ne pus résister à la tentation d'aller regarder dans la penderie. L'uniforme bleu y était accroché, la casquette au-dessus, les souliers dessous, le bâton à côté. David Rhodes, lieutenant de police, retraité le 1er juillet 1927, je refermai la porte. Je savais que je devais me ressaisir. Je répétais dans ma tête les raisons évidentes et logiques de mon humeur et de ces rêves déplaisants. J'étais fatigué et ne me sentais pas bien. Depuis des nuits, j'avais peu et mal dormi. J'étais dans une ville inconnue. Je dormais dans la chambre d'un oncle que je n'avais jamais vu, ou dont je ne me souvenais pas, mort depuis 3 semaines. J'étais entouré par les vêtements, les objets de cet homme, par l'aura de ses habitudes. Je venais de lire le récit de quelques crimes particulièrement macabres, des raisons bien suffisantes sûrement. Si seulement je parvenais à me débarrasser de cette idée que quelqu'un me menaçait, que pourrait-on me vouloir? Je n'avais pas d'argent, j'étais un inconnu. Si seulement j'avais pu chasser cette sensation que mon oncle mort cherchait à m'avertir de quelque chose, essayer de me dire quelque chose, de me faire faire quelque chose. Je cessai de marcher de long en large, mon regard tomba sur la table, sa surface tachée et rayée mais brillante sous la suspension. Elle n'était pas entièrement nue. Cependant, je n'avais oublié aucune des coupures de presse, mais près d'un coin, il y avait le bout de papier que j'avais découvert. Je le pris et relus l'adresse écrite au crayon. 2318 Robey Street. Le seul moyen que je trouve pour expliquer le sentiment étrange qui me saisit, c'est que je m'étais senti en quelque sorte replongé un bref instant dans l'atmosphère de mes rêves. Dans les rêves, les objets les plus courants peuvent prendre une signification inexplicablement horrible. Il en était ainsi de ce bout de papier. Je n'avais pas la moindre idée de ce que cette adresse voulait dire, et pourtant elle me faisait l'effet d'une condamnation à mort, de quelque secret trop abominable pour l'esprit d'un homme. D'une brusque crispation de la main, je le roulai en boule et le laissai tomber par terre. Puis je m'assis lourdement sur les lits. Que Dieu me garde, pensai-je, si je commence à réagir aux choses de cette façon. C'était ainsi que devait débuter la folie. Au bout d'un moment,
Mon cœur se calma et mes idées devinrent un peu plus lucides. Ma terreur irraisonnée s'apaisa, mais je savais qu'elle pouvait revenir d'un instant à l'autre. Le mieux serait de me rendormir avant de tenter ma chance avec les rêves. Une fois encore, quand je fus au lit, je sentis l'oppression de la chambre, sa présence. Une fois encore, je vis toute la ville autour de moi. J'avais l'impression d'abattre des murs, de flotter au-dessus d'une vaste étendue inconnue de bâtiments décrépits. Et cette fois, l'impression était plus forte. Et puis le rêve revint. Il me semblait être un croisement de deux rues. Sur ma droite se dressaient de hautes constructions aux fenêtres nombreuses, toutes obscures. Sur ma gauche coulait une large rivière sans charme. Sa surface huileuse, au courant très lent, reflétait vaguement la lumière des réverbères de l'autre rive. Je distinguais une péniche amarrée. Une des rues longeait la rivière, et un peu plus loin, passait sous le commencement d'un pont aux grandes poutrelles d'acier. Il faisait très noir. Sous le pont, l'autre rue partait à angle droit. Le trottoir était jonché de vieux journaux poussés là par le vent. Je n'entendais pas leur froissement, pas plus que je ne sentais la puante odeur chimique qui émanait de la rivière. Je le savais. Tout le tableau semblait baigné dans une horreur maladive. Un petit vieillard s'approchait par la rue transversale. Je savais que je devais crier, l'avertir, mais j'étais paralysé. Il regardait autour de lui avec inquiétude, mais je voyais que cela n'avait aucun rapport avec ma présence. Il portait une serviette de cuir, il écartait les journaux de son chemin avec une canne à pommeau d'argent. Comme il arrivait au croisement, une autre silhouette surgissait derrière moi. Elle était sombre et indistincte. Je ne pouvais pas voir la figure, elle semblait plongée dans l'ombre. Le premier sursaut d'appréhension du vieillard se changea en soulagement visible. Il paraissait poser des questions et l'autre. La silhouette sombre lui répondait apparemment. Je n'entendais pas leur voix. La silhouette sombre indiquait la rue qui passait sous le pont. L'autre souriait et hochait la tête, comme s'il remerciait le terreur me maintenant comme dans un étau. Je faisais appel à toute ma volonté, mais je ne pouvais ni parler ni m'approcher. Lentement, les deux silhouettes s'éloignaient, au bord de l'eau, côte à côte. J'étais complètement pétrifié, glacé. Finalement, elles disparaissaient dans le noir sous le pont. Il y avait une longue attente, et puis la silhouette sombre revenait, seule. Elle semblait me voir et venir vers moi. La terreur me saisissait, et je faisais de violents efforts pour échapper à l'envoûtement qui me paralysait. Et puis brusquement, j'étais libéré. Je paraissais être projeté en l'air à une vitesse fantastique. En un instant, j'étais si haut, au-dessus de la ville, que je voyais le damier des pattes de maison comme un plan vu à travers du verre fumé. La rivière n'était qu'un fil couleur de plomb. D'un côté, je distinguais de petites cheminées crachant un feu spectral, des usines où l'on travaillait la nuit. Un sentiment de terrible solitude m'assaillit. J'oubliais la scène dont j'avais été témoin au bord de la rivière. Mon unique désir était de fuir le vide illimité dans lequel je planais. Fuir, trouver un refuge. À ce moment, mon rêve devint à la fois plus ou moins réaliste. Moins à cause de mon impossible vol plané dans l'espace et mon impression d'être désincarné. Plus parce que je savais où j'étais, que je voulais retourner dans la chambre de mon oncle où mon corps était endormi. Je tombais comme une pierre, soudain, et ma chute ne s'arrêtait qu'à une trentaine de mètres au-dessus de la ville. Et puis il me semblait que je survolais en rase-motte des kilomètres de toit. Je remarquais les cheminées couvertes de suie, une bouche d'aération à la forme bizarre, le papier goudronné, l'atoll ondulé, strié de pluie, de plus grands bâtiments, immeubles, de bureaux ou usines, se dressaient devant moi comme des falaises. Je plongeais carrément au travers sans ralentir. J'apercevais brièvement des reflets de métal, des machines, des couloirs et des cloisons. À un moment, il me sembla faire la course avec un tramway et le battre. Un autre, je fonçais le long de plusieurs rues, brillamment éclairées, où il y avait beaucoup de gens et d'automobiles. Finalement, ma vitesse ralentissait et je changeais de direction. Un grand mur sombre apparaissait, s'approchait. Mon grand mur m'enveloppait, et je me retrouvais dans la chambre de mon oncle. La phase la plus terrible d'un cauchemar est souvent celle où le rêveur croit être dans la chambre où il dort. Il reconnaît chaque objet, mais ils sont subtilement déformés. Des formes hideuses le guettent dans les coins noirs.
Si par hasard il se réveille, alors la chambre du rêve reste un instant en surimpression sur la chambre réelle. Ce fut le cas pour moi, à cela près que le rêve refusait de finir. Il me semblait planer près du plafond, regardant vers le bas. La plupart des objets étaient là où je les avais vus, avant de m'endormir. La table, le placard, la commode, le fauteuil, la chaise, mais les deux portes, celle de la penderie et celle du couloir, étaient entr'ouvertes, et mon corps n'était pas dans le lit. Je voyais les draps froissés, la marque de ma tête sur l'oreiller, les couvertures rejetées, cependant mon corps n'était pas dans le lit. Immédiatement, mes sentiments de terreur et de solitude revenaient. Plus effroyables, je savais qu'il se passait quelque chose d'abominable. Je savais que je devais me retrouver rapidement. Comme je planais, j'avais conscience d'un tiraillement, comme l'attraction d'un pôle magnétique sur un morceau de fer. Instinctivement, j'y cédai, et j'étais immédiatement entraîné à travers les murs dans la nuit. De nouveau, je fonçais dans la ville, obscure, et maintenant les pensées les plus bizarres tournaient dans ma tête. Ce n'étaient pas des pensées de rêve, mais de veille, d'horribles soupçons et accusations, de folles déductions, mais mes émotions étaient des émotions de rêve. La panique impuissante et la peur croissante, les toits que je survolais devenaient plus sales, plus misérables, plus décrépits. Les maisons à un étage faisaient place à des cabanes de bidonville, de la poussière de charbon recouvrait des touffes d'herbes jaunies. La terre que je voyais par endroits était nue ou couverte de débris. Ma vitesse ralentissait et simultanément ma peur augmentait. Je remarquai une vieille plaque rouillée. Robey Street. Je voyais un numéro. 2300. Non, 2318. Robey Street. L'adresse écrite sur le bout de papier dans la commode de mon oncle. C'était un vieux cottage, mais plus propre que les maisons voisines. Je le contournais par une ruelle boueuse où s'entassaient de vieilles caisses d'emballage. Ce fut à ce moment que je commençai à comprendre que je ne rêvais pas. Il y avait de la lumière derrière la maison. La porte s'ouvrit et une petite fille sortit, portant une petite gamelle en fer blanc. Elle avait une robe courte et des jambes maigres, des cheveux raides d'un jaune sale. Elle se retournait un moment sur le seuil et j'entendis une voix féminine qui disait rudement: Fais bien attention et cours vite là-bas. Tu sais que ton papa aime manger chaud. Et ne t'arrête pas en chemin, que personne ne te voie. De nouveau, je pouvais entendre. La petite fille hocha docilement la tête et partit par la sombre ruelle. Et puis je vis l'autre silhouette, celle qui était tapie dans l'ombre, à un endroit devant lequel elle devait passer. Au début, je ne distinguais qu'une forme sombre. Puis je m'approchai et je vis la figure. C'était la mienne. Je prie le ciel que jamais personne ne puisse me voir tel que j'étais alors. La bouche molle grimaçant un sourire mauvais, les narines palpitantes, les yeux exorbités, toute la cornée visible autour des pupilles, plus animale qu'humaine. La petite fille se rapprochait. Des vagues de ténèbres semblèrent déferler pour me repousser, mais dans un ultime effort, désespéré, je me jetai sur cette figure convulsée que j'avais reconnue pour mienne. Il y eut un suprême instant de douleur et de terreur, et puis je m'aperçus que je regardais la petite fille qui levait les yeux vers moi. Elle disait: Oh ben alors, qu'est-ce que vous m'avez fait peur? Au début, je ne savais pas qui vous étiez. J'étais dans mon propre corps et je savais que je ne rêvais pas. Des vêtements trop petits m'engonçaient, à la taille et aux épaules. Les manches ne recouvraient pas mes poignets. Je baissai les yeux sur le bâton plombé, la matraque que j'avais à la main. Je levai l'autre main et tâtai la casquette à visière rigide sur ma tête, et me regardai encore. Je vis que je portais l'uniforme bleu marine d'un agent de police. Je ne sais pas quelle aurait été ma réaction si je n'avais pas compris que la petite fille me dévisageait toujours, perplexe, souriant à demi mais effrayée. Je me forçai à lui sourire. Tout va bien, petite fille, lui dis-je. Je regrette de t'avoir fait peur. Où est-ce que ton papa travaille? Je vais t'accompagner et te ramener pour que tu ne risques rien. Ce que je fis. Grâce au ciel, mes émotions étaient épuisées. Elles restèrent paralysées pendant les quelques heures suivantes. En interrogeant prudemment la petite fille, j'appris comment regagner le quartier de la ville où se trouvait la chambre de mon oncle. Ensuite, je parvins à y retourner, à entrer sans être vu, à quitter ses vêtements odieux et à les accrocher dans la penderie où je les avais pris. Le lendemain matin, je me rendis à la police. Je ne parlais pas de mes rêves,
de ma singulière expérience. Je parlais simplement du bizarre assortiment d'objets placés pêle-mêle dans les tiroirs de la commode, en rapport avec les affaires mentionnées dans les coupures de presse, disant que tout cela avait éveillé de sinistres soupçons dans mon esprit. On m'écoutait avec un scepticisme évident. Je vis qu'on ne me croyait pas, mais on acceptait d'effectuer une enquête de routine qui donna des résultats surprenants et concluants. La plupart des objets du tiroir, la canne à pommeau d'argent et le reste furent identifiés comme ayant appartenu aux victimes du tueur fantôme et ayant disparu au moment des crimes. Par exemple, la canne et la serviette de cuir avaient été portées par le vieillard trouvé mort sous un viaduc près de la rivière. Le cheval de bois avait appartenu à un petit garçon assassiné dans un terrain vague. Le peigne d'écaille était semblable à celui qui manquait dans les cheveux d'une jeune femme dont le cadavre avait été découvert dans un quartier résidentiel. Le ruban vert, venu d'une autre tête fracassée. Un examen attentif des missions et des rondes de mon oncle compléta l'ensemble de preuves, accablantes en révélant que dans presque chaque cas, ils avaient été en patrouille ou de garde près du lieu du crime. Pour de nombreuses raisons, cette horrible découverte ne fut pas rendue publique dans sa totalité. Il y avait eu au moins 8 meurtres. Il avait débuté alors que mon oncle était encore dans la police et avait continué après sa mise à la retraite. Mais apparemment, il avait toujours porté son uniforme pour endormir les soupçons de ses victimes. La collection de coupures de presse fut attribuée à sa vanité. Les objets compromettants qu'il avait gardés furent considérés comme des symboles de ses crimes, de macabres souvenirs, des fétiches, dit un policier. Il est superflu de décrire l'état de mes nerfs après cette confirmation de mes rêves, de ma terrifiante aventure de somnambule. J'étais surtout affolé à la pensée que quelque tare meurtrière héréditaire m'avait été communiquée comme elle avait été transmise à mon oncle. Je fus que très légèrement soulagé quand les semaines suivantes ne m'apportèrent plus de nouvelles horreurs. Bien plus tard, j'ai raconté toute l'histoire en stricte confidence à un médecin en qui j'ai confiance. Il n'a pas mis en doute ma raison, comme je l'avais craint. Il a accepté mon récit de bonne foi, mais il l'a attribué à l'activité de mon subconscient. Il m'a expliqué que pendant que je parcourais les coupures de presse, mon subconscient avait déjà compris que mon oncle était un assassin, mais que mon esprit conscient refusait d'accepter cette idée. Cela avait provoqué cette sorte de bouleversement mental, amplifié par mon état de détresse, par ma nature extrêmement impressionnable. Dans mon propre esprit, la volonté de tuer s'était éveillée à mon insu. Le bout de papier portant l'adresse avait en quelque sorte fixé cette force dans mon sommeil. Je m'étais levé, j'avais revêtu l'uniforme de mon oncle et m'étais rendu à pied à cette adresse. Pendant cette crise de somnambulisme, mon esprit avait imaginé toutes sortes de voyages, des mondes dans l'espace et le passé. Le médecin m'a raconté bien d'autres faits et gestes étonnants, accomplis par des somnambules, et comme il le dit, je n'ai aucun moyen de prouver que mon oncle projetait réellement de commettre ce dernier crime. J'espère que son explication est la bonne.